Au printemps 1975, le nom de Mike Brandt était sur toutes les lèvres. Il avait la voix qui pouvait arrêter une foule, le charme qui illuminait chaque pièce et une carrière dont la plupart des chanteurs ne pouvaient que rêver. Pourtant, derrière les applaudissements et les couvertures de magazines, son monde s'effondrait de manière que peu pouvaient voir. Ses amis remarquaient des changements sur son visage, dans sa voix, dans sa façon de passer d'une ville à l'autre, comme s'il fuyait quelque chose qu'il ne pourrait jamais échapper. Ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines a choqué le monde de la musique et a laissé ses fans avec des questions qui, encore aujourd'hui, n'ont pas de réponse claire. De Chypre à la gloire. Mike Brandt est né Moshe Michael Brand dans les premières heures du 1er février 1947, dans un camp de réfugiés sur l'île de Chypre. Ses parents, Fischel et Bronia, étaient des Juifs polonais dont les vies avaient été dévastées par l'Holocauste. Fischel avait combattu dans les forces de résistance pendant la guerre, tandis que Bronia avait survécu à Auschwitz, ayant été témoin du meurtre de son père et de la lente agonie de sa mère morte de faim. Ils se sont rencontrés dans le chaos de l'Europe d'après-guerre, se sont mariés dans le camp et ont accueilli leur premier fils dans un monde encore marqué par la violence et la perte. Fin septembre 1947, la famille Brand obtint enfin le passage vers la terre dont elle rêvait, la Palestine, qui deviendrait Israël l'année suivante. Ils s'installèrent à Haïfa, menant une vie modeste tandis que Fischel trouvait un emploi à la mairie et que Bronia s'occupait du foyer. Leur second fils, Zvi, naquit en janvier 1950. Bien que la famille semblât stable en apparence, elle portait de profondes blessures émotionnelles. Moshe ne parla pas pendant des années, restant muet même en bas âge, jusqu'au jour où, à l'âge de 3 ans, il brisa son silence pour dire un seul mot, « glace ». Dès ce moment, sa voix devint une présence constante, d'abord à la maison, puis dans le quartier, et enfin partout où il allait. Enfant, Moshe était sensible et souvent réservé, mais il cultivait un goût pour le dessin et le chant qui grandissait chaque année. À 11 ans, il rejoignit la chorale de son école en tant que seul chanteur masculin, et un séjour dans un kibboutz de la vallée du Jourdain lui donna un avant-goût de liberté et de nature. À la moitié de son adolescence, il se produisait avec le groupe d'accordéon de son frère Zvi, The Chocolates, reprenant des standards américains de pop et de jazz. Le jeune chanteur, qui commença à se faire appeler Mike pour un son plus international, se fit rapidement un nom dans le circuit hôtelier israélien grâce à sa voix puissante et à sa présence scénique. En 1967, la tragédie frappa lorsque son père mourut d'une crise cardiaque alors que Mike était en tournée. Cette perte laissa une blessure durable et, en hommage, Mike commença chaque spectacle par l'air préféré de son père, When the Rabbi Dances. Il rejoignit ensuite la célèbre troupe israélienne Lakat Carmon, en tournée aux États-Unis et en Afrique du Sud, avant de revenir à Tel Aviv, où une prestation fortuite à Téhéran changea sa vie. En mai 1969, la star française Sylvie Vartan et son secrétaire Carlos le virent se produire et l'encouragèrent à venir à Paris. En quelques mois, Mike arriva en France avec peu d'argent, aucune connaissance de la langue et pour seul atout sa voix. À Paris, il fut présenté au compositeur influent Jean Renard. Pour le mettre à l'épreuve, Renard demanda à Mike d'interpréter « Summertime » de George Gershwin. La performance stupéfia le producteur. Il offrit à Mike une chanson, « Laisse-moi t'aimer », et ce partenariat lança une ascension fulgurante. En janvier 1970, Mike la chantait au festival Midem, et le single se vendit à plus d'1 demi-million d'exemplaires. Le jeune Israélien à la voix d'or était arrivé, et l'Europe était prête à l'adopter, au sommet de la gloire et première fissure. À la fin de l'année 1970, Mike Brandt n'était plus seulement un nouveau talent prometteur, il était une véritable sensation. Après avoir emménagé dans un appartement de l'avenue Victor Hugo à Paris, il sort
Mais dans la lumière, qui se vend à plus de 100 000 exemplaires et lui vaut le Grand Prix RTL. Bien que sa maîtrise du français soit limitée, il mémorise les paroles phonétiquement, les recopiant minutieusement en caractères hébraïques et en apprenant le sens ligne par ligne. Son charme, son physique et sa voix riche en font rapidement une figure incontournable de la télévision française, avec des apparitions dans les émissions populaires de Guy Lux et de Mariti et Gilbert Carpentier. Il se lie d'amitié avec des stars établies comme Dalida et Charles Aznavour et en Israël, sa notoriété croissante devient une fierté nationale. Le 31 décembre 1970, Mike retourne à Tel Aviv pour un grand concert au Yad Eliyahu Sports Hall, interprétant Erev Tov avec la chanteuse israélienne Yafa Yarkoni. Mais quelques semaines plus tard, le 14 février 1971, il est victime d'un grave accident de voiture à Attignat, dans l'Ain. Son producteur Jean Renard transforme l'incident en coup publicitaire, posant Mike en photo avec des bandages pour France Soir. En public, il semble indemne, mais certains proches se demanderont plus tard si la blessure à la tête n'a pas eu des effets durables sur sa santé et son moral. Plus tard dans l'année, Dalida l'invite à assurer sa première partie à l'Olympia à Paris. Mike est d'abord hésitant. Il préfère les provinces, où le public lui paraît plus chaleureux, mais accepte finalement. Du 23 novembre 1971, il se produit pendant 17 soirées dans la salle mythique. Sa mère est assise fièrement dans la salle, sachant que son fils lui a acheté une maison à Haïfa grâce à ses gains. Pourtant, les critiques sont sévères, et ses avis mitigés alimentent les tensions entre Mike et Renard, menant à leur séparation. Son single suivant, Une fille à aimer, ne rencontre pas le succès espéré, ajoutant à l'incertitude. Un tournant survient en 1972, lorsqu'il commence à travailler avec le parolier Michel Jourdan et le producteur Charles Tallard. En avril, Mike enregistre Qui saura, adaptation française de Che Sara de Jimmy Fontana. D'abord rejetée par son ancien producteur, la chanson se voit enfin offrir sa chance et devient un immense succès, se vendant à plus de 800 000 exemplaires et dominant les classements dans le monde francophone. Sa popularité dépasse même celle de Claude François dans certains sondages. Mike se met alors à composer, créant la mélodie de C'est ma prière sur des paroles de Richard Seff. Le titre atteint la première place en France et en Wallonie, dépassant à nouveau les 800 000 ventes. Rien qu'une larme suit en 1973 avec un succès similaire et Tout donné, tout repris s'écoule à plus de 400 000 exemplaires la même année. En 1974, il enchaîne avec des titres comme Viens ce soir, C'est comme ça que je t'aime et On se retrouve par hasard. Mais avec la gloire vient la pression. Rien qu'en 1973, Mike donne plus de 250 concerts, un rythme épuisant qui lui laisse peu de temps pour se reposer. Il développe de l'insomnie et commence à dépendre de somnifères, une habitude aggravée après son accident de 1971. Les déplacements constants et les apparitions publiques l'isolent. Des fans l'assaillent dans la rue, certains allant jusqu'à le poursuivre avec des ciseaux pour couper des mèches de ses cheveux. Pour se protéger, il commence à voyager en Mercedes blindée. La guerre du Kippour en octobre 1973 le touche profondément. Ne pouvant servir dans l'armée en raison de son opération antérieure, il retourne en Israël pour chanter devant les soldats et donner son sang, un geste largement relayé par la presse. Mais l'expérience le laisse profondément marqué. Ses amis remarquent qu'à son retour en France, il paraît différent, plus renfermé, plus hanté. Les fissures sous la surface s'élargissent, même si sa carrière est encore à son apogée. La descente, pression, trahison et première tentative. Au début de 1974, Mike Brandt était l'un des chanteurs les plus reconnaissables de France, mais le poids de son succès devenait insupportable. Derrière le rideau, l'homme adoré par des milliers de personnes glissait vers la dépression.
le rythme implacable des tournées, l'isolement lié à la célébrité et le traumatisme persistant de l'histoire familiale marquée par la Shoah rongeaient son esprit. Ses chansons dominaient les classements, mais elles ne reflétaient pas la musique qu'il aimait vraiment, le jazz et les ballades en anglais. Chanter de la variété sentimentale dans une langue qu'il maîtrisait encore difficilement le laissait détaché de son propre art. Cette année-là, il changea de cap une nouvelle fois, quittant le producteur Charles Tallard pour signer avec Simon Weintraub, un homme d'affaires très introduit dans le milieu. Pour certains, Weintraub représentait une porte ouverte vers une carrière internationale encore plus vaste. Pour d'autres, notamment les amis de Mike, c'était un choix risqué. Weintraub l'introduisit dans un univers d'opulence, demeures à la campagne, soirées mondaines, cercles aristocratiques. Mais derrière le faste grandissait la tension. Mike commença à soupçonner des irrégularités financières et se sentit de plus en plus piégé dans une relation qu'il pensait, au départ, bénéfique pour sa carrière. Sa vie personnelle se délitait également. Une relation avec sa compagne danoise, hôtesse de l'air, se termina douloureusement. Cette perte l'affecta profondément, alimentant sa solitude. En mai 1974, lors d'un concert à Boissin-Léger, il quitta brutalement la scène après seulement 4 chansons, laissant 4000 spectateurs stupéfaits. Quelques jours plus tard, à Cambrai, il brisa le miroir de sa loge dans un accès de frustration. Le mois suivant, son appartement parisien fut cambriolé. Les voleurs emportèrent non seulement des objets de valeur, mais aussi ses toiles, des photos de famille et les bijoux de sa mère, des biens à forte charge sentimentale. Le 22 novembre 1974, la pression atteignit son paroxysme. Alors qu'il séjournait à l'hôtel de la Paix à Genève, Mike tenta de se suicider en sautant du 5e étage. Selon certains témoignages, sa chute fut amortie par les rambardes du balcon 2 étages plus bas, lui sauvant la vie. Il souffrit d'un traumatisme crânien et de fractures aux 2 jambes. Le concierge de l'hôtel, Hermann Mitterer, affirma plus tard que la tentative avait suivi une dispute avec Weintraub, durant laquelle Mike aurait déclaré qu'il préférait sauter plutôt que de continuer à travailler avec lui. Dans une version des faits, Weintraub aurait ouvert la fenêtre et lui aurait lancé « Tu veux sauter? Eh bien, saute !» Qu'il s'agisse de provocation ou d'un malentendu, l'issue fut presque fatale. Mike passa 2 mois à l'hôpital où des moments de délire le voyaient persuadé d'être de retour dans un camp de concentration. Sa famille et ses amis lui rendirent visite, l'exhortant à revenir en Israël pour se soigner, mais il refusa. Même après un événement aussi traumatisant, aucun suivi psychologique structuré ni traitement thérapeutique ne lui fut proposé. Lié par contrat à sortir plusieurs 45 tours par an, Mike reprit rapidement le travail. La scène, autrefois son refuge, était désormais à la fois une bouée de sauvetage et une source de douleur. À la fin de 1974, l'homme qui avait autrefois chanté avec une joie naturelle boitait, au sens propre comme au figuré, vers la nouvelle année. L'incident de Genève marqua un tournant. Pour le public, Mike restait l'idole à la voix d'or. Mais pour ses proches, les fissures étaient désormais impossibles à ignorer. Les derniers mois. Le début de l'année 1975 apporta une lueur d'espoir pour Mike Brandt. Bien qu'encore en convalescence après ses blessures, il était déterminé à revenir à la musique. Le 1er février, il fêta son 28e anniversaire dans sa petite chambre d'hôpital à Genève, entouré de sa mère, de 2 infirmières et de son chirurgien. Il plaisanta, sourit et sembla optimiste. Son médecin lui annonça que, contrairement aux craintes initiales, il ne garderait pas de boiterie permanente. Soulagé, Mike jeta théâtralement ses béquilles dans la Seine lors d'une visite ultérieure à Paris. Pendant un instant, il sembla vraiment prêt à se reconstruire. Ce printemps-là, il enregistra « Dis-lui », adaptation française du succès « Feelings » de Maurice Albert avec des paroles de Michel Jourdan. Mike était fier du résultat et dit à Jourdan «
Nous irons à l'Olympia avec cette chanson. Le 24 avril 1975, il se rendit en studio pour finaliser le titre. Là, par hasard, il croisa son ancien producteur et mentor, Jean Renard. La rencontre fut chaleureuse, presque joyeuse. Ils convinrent de se revoir le lundi suivant pour discuter d'une possible collaboration, une perspective qui semblait enthousiasmer Mike. Il avait aussi prévu, le lendemain, de visiter un nouvel appartement avec sa compagne, Lena. Après les épreuves de l'année précédente, il semblait que sa vie prenait enfin un nouveau tournant. Mais ceux qui le connaissaient bien voyaient encore les ombres. Sa carrière harassante l'avait laissé physiquement épuisé et émotionnellement vidé. L'épisode de Genève n'avait pas effacé les doutes et les trahisons qu'il ressentait, notamment envers certains membres de son entourage professionnel. Sa relation avec Weintraub restait tendue et ses amis s'inquiétaient de l'influence de certaines personnes autour de lui. La gloire qu'il avait tant rêvée s'accompagnait désormais d'une surveillance constante de la part des fans et des médias, lui laissant peu de place pour se ressourcer. Le vendredi 25 avril 1975 commença comme une journée promotionnelle ordinaire. 10 lui devait sortir, et les attentes étaient élevées. Ce matin-là, Mike se trouvait dans l'appartement parisien de son amie Jeanne Cacci, situé rue Erlanger, dans le 16e arrondissement. Vers 11h15, un événement, dont la nature exacte reste inconnue, provoqua la chute de Mike du balcon du 6e étage. Les témoins et les rapports ultérieurs donnèrent des versions contradictoires. Certains affirmèrent qu'il avait été profondément troublé après un coup de téléphone. D'autres évoquèrent un accident, supposant qu'il avait pu sortir pour prendre l'air, perdre l'équilibre et passer par-dessus la rambarde. Il y eut même des murmures plus sombres mettant en cause son entourage. Mike fut transporté en urgence à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, mais à 11h40, il fut déclaré mort. Il avait 28 ans. Le single sur lequel il avait tant travaillé, Dis-lui, sortit la semaine suivante et se vendit à plus de 500 000 exemplaires. Un succès posthume qui renforça encore le sentiment de perte chez les fans qui espéraient le voir l'interpréter sur scène. Pour le public, la nouvelle fut un choc. Des veillées furent organisées, des fans pleurèrent ouvertement dans les rues, et les journaux à travers l'Europe titrèrent sur cette tragédie. Pour sa famille, sa mère Bronia, son frère Zvi, le chagrin se mêlait à des questions sans réponse. Comment quelqu'un au sommet de sa carrière, avec de nouveaux projets en cours, pouvait-il disparaître aussi soudainement? Conséquences, théories et héritage. Les funérailles de Mike Brandt eurent lieu le 7 mai 1975 au cimetière Hof HaCarmel dans le quartier de Neve David à Haïfa. Sa pierre tombale blanche portait l'inscription Mike Brand, fusion de son nom de scène et de son nom de famille, ainsi que l'image gravée d'un arbre coupé, symbole d'une vie fauchée trop tôt. Il fut inhumé près des tombes de ses parents, tous trois reposant à portée de vue de la mère qu'il aimait tant. Parmi les personnes présentes figuraient le producteur Simon Weintraub, le parolier Michel Jourdan et Alain Criff, secrétaire de Mike. Sa sépulture attira non seulement famille et amis, mais aussi des fans venus de tout Israël pour lui rendre hommage. Mais alors que les proches se recueillaient, les spéculations sur sa mort commencèrent à se multiplier. De nombreuses théories émergèrent dans les semaines et les années qui suivirent. Certains pensaient à un suicide, aboutissement tragique de longues années de tensions émotionnelles, de frustrations artistiques et de trahisons personnelles. D'autres évoquaient le syndrome de la deuxième génération, les cicatrices psychologiques portées par les enfants de survivants de la Shoah, comme facteur de sa dépression. L'hypothèse d'un accident fut également envisagée, peut-être un vertige soudain ou un faux pas au-dessus de la rambarde du balcon. Plus sombres encore étaient les suggestions selon lesquelles son entourage professionnel ou certaines fréquentations douteuses pourraient apporter une part de responsabilité.
Des témoignages évoquant un coup de téléphone peu avant sa chute alimentèrent les rumeurs, laissant penser qu'une mauvaise nouvelle ou une provocation aurait pu déclencher un geste désespéré. Les théories allaient de conflits financiers et contractuels à une implication dans des activités illicites comme le trafic d'œuvres d'art jusqu'à des liens supposés avec le Mossad. Une histoire persistante rapportait une violente dispute en yiddish entre Wagentraub et la mère de Mike après les funérailles, qui se termina quelques instants avant que Bronia ne succombe à une crise cardiaque fatale. L'ombre s'épaissit en 1978 lorsque Wagentraub fut retrouvé mort dans le bois de Boulogne, abattu de 2 balles, l'une dans la poitrine, l'autre dans la nuque. En 1984, Alain Krief mit fin à ses jours à Paris, renforçant encore les théories selon lesquelles la mort de Mike s'inscrivait dans un contexte plus vaste et plus sinistre. Le journaliste Julien Balestra nota plus tard que ces mystères avaient entretenu l'intérêt du public pendant des décennies. Malgré tout, la famille de Mike, notamment son frère Zvi et sa nièce Yona Brand, s'efforça de préserver son héritage. Yona devint présidente du fan club officiel, donnant à sa fille le prénom d'Arava, l'un des titres préférés de Mike, en hommage à la paix entre Israël et la Jordanie. La communauté de fans grandit jusqu'à dépasser les 220 000 membres dans le monde, dont beaucoup se rendent chaque année à Haïfa pour les cérémonies commémoratives à sa tombe. Les hommages se poursuivirent au fil des ans. À Paris, une place située près de sa dernière adresse, avenue Georges Mandel, fut baptisée place Mike Brandt en 2018. En août 2020, la ville de Haïfa donna son nom à une rue du quartier de Kiryat Eliezer, où il avait grandi. Sa vie inspira plusieurs productions théâtrales en Israël et en France, dont la comédie musicale Mike Brandt. Laisse-nous t'aimer en 2010, nommé aux Molières dans la catégorie Meilleur spectacle musical. Ces chansons connurent une nouvelle vie à travers des reprises et des samples. Même le rappeur américain Dr. Dre utilisa « Mais dans la lumière » dans le titre « Crack a Bottle » en 2009 avec Eminem et 50 Cent. En 2014, le chanteur français Amaury Vassili sortit un album hommage incluant une chanson inédite écrite par Mike. Près de 5 décennies après sa mort, l'image de Mike Brandt reste figée dans le temps, celle d'un jeune homme beau, à la voix d'or, pour toujours âgé de 28 ans. Son histoire est à la fois un témoignage des sommets que peut atteindre la célébrité et un avertissement sur le prix qu'elle peut faire payer à une âme fragile. Pour ses fans, sa musique demeure une mémoire vivante. Pour sa famille, son absence est une blessure qui ne se referme jamais vraiment. La voix de Mike Brandt résonne encore à travers le temps, rappelle à la fois de la magie qu'il apportait sur scène et de la douleur qu'il portait en coulisses. Sa vie fut courte, mais ses chansons continuaient de toucher de nouvelles générations, chaque auditeur retrouvant cette même intensité émotionnelle qui avait autrefois captivé les foules. Près de 50 ans plus tard, son histoire soulève encore la même question. Comment quelqu'un aimé par tant de personnes a-t-il pu se sentir aussi seul? Quelle chanson de Mike Brandt vous a le plus touché? Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites sur les voix les plus inoubliables de la musique.